les vedettes de notre spectacle. J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah lui, il va me prendre la tête. Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. Non, c'est chouchou, je veux, pas la moche. Zut, rezut et rezut derrière. Ah, je vois, monsieur se fout de moi. Monsieur fait d'ironie. Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque? Ben ça, c'est du spectacle. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. All this beautiful, le vieux c'est beau et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Salut les amis. Salut. Pour nous autres vieillards nés à la fin des années 70 ou au début des années 80, nous avons eu Les Rats de Brisby et Le Secret de Nem, La Mort d'Artax dans L'Histoire sans fin, Basile, détective privé et Le Maître mort-vivant de Taram et le Chaudron Magique, et sans oublier évidemment les Skix, Génération Trauma. The Dark Crystal. Dark Crystal de Jim Henson et Frank Oz qui bénéficie d'une très belle ressortie de 4K chez All the Anime et Mad Distribution. Bien Simon, toi qui aimes tant les marionnettes, parle-nous peut-être un petit peu de qui est Jim Henson. Oui, il faut parler de Jim Henson. Alors, Jim Henson, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui commence dans sa prime jeunesse, mais vraiment, je crois qu'il est à la fin du collège ou au début du lycée. Avec les années américaines, avec la scolarité américaine, j'ai toujours des doutes, à faire des marionnettes pour lui, à faire de l'animation de marionnettes. Tant et si bien qu'il finira par rejoindre en 1969 ce qui est une institution américaine, Sesame Street, qui est une émission vraiment pour les enfants. Une émission de marionnettes. Donc. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Jim Henson va partir de cet art qu'on qualifie et qu'on perçoit souvent, et parfois à raison, comme enfantin, pour développer, j'ai envie de dire, un sillon très particulier. Il va d'ailleurs créer sa propre compagnie, et il a une patte telle sur les marionnettes que sa compagnie, elle s'appelle à raison de Jim Henson Company. Et c'est à lui qu'on doit notamment le Muppet Show. Le Muppet Show, dont beaucoup de Français ont une image un petit peu distordue, un petit peu altérée, qui est vraiment un espèce de... à mi-chemin entre quelque chose d'un peu malicieux, d'un peu bizarroïde, d'un peu étrange, et encore d'enfantin. Le Muppet Show qui va avoir un succès absolument tellurique aux États-Unis, mais aussi un peu dans le monde entier, à tel point que le Muppet Show engendre encore régulièrement des longs métrages. Il y a quelques semaines, il y a eu un truc sur Disney Plus là avec Ariana Grande. Non, Sabrina Carpenter. Oui, Sabrina Carpenter encore. Oui, non, mais sur Disney Plus, ouais. Et il invente le terme Muppet, puisque on dit puppet normalement, et c'est un mélange de marionnettes et de puppets. Absolument. Mais attends, il y a notamment des films qui sortent au cinéma. Moi, j'en ai vu au cinéma. Il y a eu une version Noël de Scrooge, qui est peut-être un des films avec les plus Michael célèbres. Caine. Absolument. Mais il y en a eu des plus récentes que j'ai aussi imploré. Merci les enfants. Mais ça n'est pas que ça, Jim Henson. Jim Henson, c'est aussi une volonté de raconter des histoires, et de raconter des histoires via, pas l'animation, spécifiquement la marionnetterie, et qui va développer un univers dont on va avoir l'occasion de parler dans cet épisode. Et il faut savoir que Jim Henson, c'est aussi une frustration pour beaucoup de cinéphiles et pour les gens qui aiment tant les effets spéciaux que sont ces univers, c'est qu'il est mort à 53 ans d'une pneumonie. C'est-à-dire que Jim Henson, c'est aussi beaucoup de possibilités. Moi, quand je retombe sur... quand je me remets Dark Crystal, ou que dans un moment d'égarement, je me remets Labyrinthe, je me dis, mais qu'est-ce qui se serait passé si il n'était pas mort à 53 ans? Qu'est-ce qu'il aurait donné encore 10, 15, 20 ans après? Parce que ce qui est incroyable avec Jim Henson, c'est son influence. Et c'est peut-être par là que je vais en terminer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tous les 10 ans à peu près, il y a une comédie de Muppets qui sort. Pas les Muppets officiels, mais une comédie avec des marionnettes qui sont dans un monde d'humains, qui sont un peu débiles, un peu crado, qui font n'importe quoi. Ça ne vient que de Jim Henson. Si à un moment un Peter Jackson a eu envie de faire les Feebles, c'est bien parce que il adorait Jim Henson, mais pas tant pour s'en moquer que prolonger et pousser encore plus loin la petite folie délirante qu'on trouve déjà dans ces univers. Il y a encore eu, je crois que ça s'appelait Panique chez les Muppets, il y a 4-5 ans au moment du Covid, un truc qui a été vraiment regardé de haut, qui est vraiment un faux film noir, un peu à la Roger Rabbit, mais avec des Muppets, et vraiment des Muppets qui ont le fondement qui les gratte un peu. Moi, ça me fait beaucoup rire, avec Melissa McCarthy. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que Jim Henson, c'est pas juste un technicien ou un marionnettiste de génie, c'est vraiment quelqu'un qui a ouvert des pans entiers, des possibilités de divertissement avec une esthétique très singulière. Et puis je rajouterais juste très rapidement que sa compagnie, c'est pas juste une compagnie qu'il a fait pour faire ses propres Muppets, pour ses propres films, c'est aussi une compagnie qui a créé des marionnettes, des animatroniques pour beaucoup d'autres œuvres, tout à fait. dont
évidemment les plantes de la petite boutique des horreurs réalisées par un certain Frank Oz, mais aussi les Tortues Ninja, bref, plein de trucs si vous regardez. Pour la petite anecdote, parce que ça c'est un truc que je sais, les plus vieux d'entre nous se souviennent peut-être qu'avant de faire des films en animation 3D dégueulasse sur Blender qui va finir en clôture de la quinzaine des cinéastes et d'avoir un film en séance de minuit, Quentin Dupieux il faisait de la musique et il faisait des clips et il faisait et notamment son tout premier avec la pub Lévis, Monsieur Oiseau, son plus connu c'est donc Flatbeat avec Flat Eric. Au départ c'est un gant de toilette qu'il retrouve, qu'il essaye de transformer, mais pour la pub Lévis ça rend pas assez bien, il va voir la Jim Henson Company et ça la transforme en cette marionnette culte. La Jim Henson Company c'est ce genre d'œuvre là, c'est pas juste Kermit, c'est pas juste les Car-6, c'est bien plus que ça. Et Frank Oz dans tout ça? Frank Oz, c'est aussi un marionnettiste, alors qu'il lui est plus porté, on va dire, incrusté traditionnellement dans le cinéma, à qui on doit plein de bébêtes, plein de créatures, tout simplement. Il n'est pas magicien, contrairement à ce que son nom indique, mais on lui doit Yoda. Et on lui doit Yoda, ouais. Voilà. Tout simplement. On en reparlera d'ailleurs de Yoda parce que ça a son importance sur la genèse de Dark Crystal. Et d'ailleurs Yoda qui va sortir, dont il va faire la voix. Et oui, mais ça, c'est justement, c'est aussi un aspect qu'il faut aborder. Abordons-le d'ailleurs maintenant, c'est que le principe d'un marionnettiste, c'est qu'il anime une marionnette, sauf que puisqu'il s'agit de marionnettes qui sont quand même destinées à devenir des personnages de cinéma, elles ont donc du dialogue, et c'est le cas d'ailleurs dans Dark Crystal et dans la plupart des productions en vérité de la Jim Henson Company, c'est Jim Henson, Frank Oz, leurs collègues marionnettistes qui prêtent directement leur voix aux marionnettes qu'elles animent, et c'est d'ailleurs Jim Henson qui fait la voix lui-même de Jen, donc le personnage principal de Dark Crystal, qui a pour patronyme un nom pas très éloigné de Jim, parce qu'il y a une dimension autobiographique aussi dans le travail de Henson. Henson, je serai bref là-dessus parce qu'il faut qu'on commence à parler peut-être un peu du film, mais Henson, c'est quelqu'un qui est tourné d'une certaine manière vers la spiritualité, et pas forcément pour le meilleur. Il y a une rumeur un peu persistante autour de la mort justement de Henson, qui a été révélée par Terry Gilliam, qu'il connaissait personnellement, que la famille de Henson a toujours nié, mais on n'a jamais trop su démêler le vrai du faux, mais cette rumeur voudrait que Jim Henson soit à la fin de sa vie entré dans les Témoins de Jéhovah, et que les Témoins de Jéhovah ayant quelques petits problèmes avec la médecine, c'est un euphémisme, tu as interdiction de consulter des médecins quand tu fais partie des Témoins de Jéhovah, c'est potentiellement ce qui aurait pu causer la pneumonie non diagnostiquée qui a fini par l'emporter, sachant que la mère de Jim Henson était elle-même une espèce de meuf un peu bizarre qui avait très peur de la médecine et qui lui a inculqué ça dès sa prime jeunesse. Donc voilà, c'est quelqu'un qui avait un rapport au monde, un rapport aux autres très particulier, qu'il a matérialisé dans son travail, et qu'il a surtout matérialisé dans Dark Crystal, qui est un pur univers de fantasy et qui pour le coup vraiment est un univers très chargé spirituellement. Je précise parce qu'on parle beaucoup de Jim Henson et de Frank Oz qui sont à juste titre les deux réalisateurs. Oz d'ailleurs dit qu'il a eu beaucoup de mal à s'imposer à côté de Henson parce que la vision, les personnages, l'univers viennent de Henson et de la collaboration avec un autre artiste qui est un artiste visuel qui s'appelle Brian Froud, dont Henson adorait le travail, qu'il est allé consulter et qui sera d'ailleurs aussi le designer d'un autre film d'Henson un peu plus tard qui est remarquable, dont on pourra parler, qui s'appelle Labyrinthe. Les deux hommes développent vraiment tous les deux cette vision commune de ces créatures, et Oz va être un peu la troisième ou la cinquième roue du carrosse pour avoir l'expression correcte, et il dit que c'était d'autant plus difficile que Oz était marionnettiste sur le plateau en même temps qu'il était co-réalisateur, et que la DA du film lui a en quelque sorte un peu échappé. Tout comme Henson, qui ne se contente pas de doubler le personnage de Jen, il l'anime également. D'ailleurs, pour l'anecdote, la préparation du film et la conceptualisation du film, ça a été un travail de longue haleine étendu sur plusieurs années, ce qui fait que Henson n'a jamais vraiment eu trop l'opportunité de se faire la main sur la marionnette de Jen, et je crois que c'est la veille du tournage qu'il s'est rendu compte que la tête était trop petite pour sa main. Donc ça a été un tournage très compliqué pour lui parce qu'il avait la responsabilité d'animer cette marionnette qui d'ailleurs, on peut le dire, je pense aujourd'hui, c'est encore plus évident avec le recul des années, la marionnette de Jen, c'est peut-être ce qui pose le plus de problèmes techniquement dans le film. C'est celle qui est le plus rigide et qui dégage le plus ce sentiment d'un objet qui est manipulé par un humain, là où pour le coup il y a d'autres marionnettes dans le film qui sont animées à plusieurs mains à chaque fois, qui sont absolument sidérantes, mais Frank Oz en fait il est ajouté
sur la co-réalisation parce que le projet est trop gros en fait. C'est que Henson est au bord du burn-out et qu'il a besoin d'avoir quelqu'un à qui refiler des tâches et sur qui s'appuyer, et ce sera donc Frank Oz. Mais effectivement, pour Frank Oz, c'est une position très difficile. C'est pas son projet, c'est pas son bébé, c'est pas sa vision, mais il doit en assurer la co-réalisation et il doit veiller à la cohérence du projet. Donc on imagine que ça a été effectivement une tâche très dure. Alors parlons justement du film un petit peu. Ce monde, Tra, c'est le nom de la planète, les Skeksis, les mystiques, Jen et Kira, c'est dense, c'est sombre, c'est presque sans concession pour un film de grand public de 1982 qui se veut être un film très grand public, pas uniquement à destination des enfants, mais aussi à destination des adultes, Simon. Mais c'est même un film, alors quoi qu'en disent, qu'en pensent, qu'on ait espéré ses concepteurs, qui s'adresse plus facilement aux adultes qu'aux enfants. Si vous avez déjà essayé de le montrer à un enfant, une enfant de moins de 12 ans, vous, a priori, maintenant, vous avez un gros forfait chez le psy. Ce qui est mon cas, par ailleurs. Oui, mais moi aussi. Traumatisé par Dark Crystal, mais traumatisé par les Skeksis. C'est une histoire qui est finalement, on pourrait dire, assez adulte ou classique, sinon académique, dans son appréhension de la fantasy, ou de l'héroïque fantasy, comme on disait à l'époque, et qu'on peut rapprocher certes d'un cinéma jeunesse ou un cinéma enfantin dans la pureté, mais parfois la radicalité aussi, des émotions qui sont charriées. Je vais pas vous faire tout le synopsis, mais grosso modo, on est dans un monde donc, qui n'est pas le nôtre, qui est régi, pour ne pas dire parasité, phagocyté par des entités, par des méchants, les Skeksis. Au centre de ce monde, il y a un cristal, et donc tout simplement, il va y avoir une question de quête pour sauver ce monde, le sauver de la corruption, le sauver à plein de niveaux, par les sentiments. Puis je vous laisse découvrir comment le film raconte ça. Mais ce qui se passe, c'est qu'on l'a déjà dit plusieurs fois, mais il faut revenir là-dessus, c'est un film de marionnettes. Un film de marionnettes, c'est pas de l'animation image par image, c'est pas des gens dans des costumes, c'est encore autre chose, quelque chose qui est très rare, pour pas dire rarissime au cinéma, et qui normalement devrait totalement, contraindre la façon de filmer. Parce que les marionnettes, elles ont des câbles, elles ont des tiges, ou elles ont des gens à l'intérieur du fondement. Mais en tout cas, elles ne se prêtent pas à la même mise en scène que des humains ou, encore une fois, des objets inanimés qu'on anime image par image, qui du coup qui nous laissent à peu près placer la caméra où on veut. Là, il y a quand même le problème de ceux qui animent. Et pourtant, Dark Crystal va s'évertuer au prix de prises de tête monstrueuses à être filmé et mis en scène comme un film. Et donc, on est face à une œuvre qui, pour moi, est absolument sidérante. Quand je la découvre gamin, je ne comprends pas ce qui se passe, en fait. C'est-à-dire que, évidemment, enfant, je ne connaissais pas toutes les techniques de cinéma, mais mes yeux arrivaient à reconnaître « Ah, tiens, ça, c'est un lézard qu'on a filmé dans un décor pour faire comme si c'était un dinosaure. Ah, ça, c'est un truc qui doit être animé, c'est un peu saccadé. Ah, c'est les débuts du numérique. Oui, je vois que ça s'est fait autrement. » Dark Crystal, quand tu le découvres, et quand bien même tu connais un peu les techniques du cinéma, ça ne ressemble à strictement rien d'autre. Ça, et je voudrais terminer sur un truc. On parle de trauma. Moi, je vais vous donner un exemple tout bête. Je n'ai pas su que j'avais vu Dark Crystal avant mes 13 ou 14 ans. Je ne savais pas que je l'avais vu. J'avais entendu parler du film. Je disais, j'ai vraiment envie de le découvrir. Et depuis ma tendre enfance, je faisais un cauchemar récurrent où il y avait des êtres antiques, très vieux, des espèces de vieillards aux cheveux longs qui avançaient dans le désert, qui me poursuivaient, qui voulaient me manger et qui finalement tombaient en poussière. Et mais pour moi, c'est un cauchemar récurrent que je faisais, quoi. Et à 13 ou 14 ans, je pense que ça va être une diffusion Arte, c'est pas un DVD. Je découvre Dark Crystal et là, je suis sidéré. Cette image qui me terrifie depuis des années, c'est une image de Dark Crystal. J'en ai parlé à mes parents qui m'ont dit « Ah oui, ça s'appelle peut-être comme ça. Un jour, on t'a mis devant un film d'animation. » J'ai dit « un film d'animation, des marionnettes, c'est pour les enfants. » On a dû arrêter parce que tu hurlais de terreur. Et je ne m'en souvenais pas. Je pense que j'avais dû ou refouler ou machin. Puis comme j'en avais vu que quelques minutes, je n'avais pas vu le film en entier. Mais cette image-là, voilà, le film est traversé d'images, d'une poésie et d'une puissance, parfois une puissance funèbre, absolument incroyable. Ce qui est aussi très audacieux, peut-être Arthur, c'est que il y a la volonté en 90 minutes, parce que le film est relativement court, demande 5 ans de travail, de tournage, de conception. C'est beaucoup. Et avec la volonté de créer un univers complet, totalement inédit, cohérent, au point tel que Henson et Oz avaient même écrit une langue à part pour les Skeksis qui a été finalement coupée au montage et redoublée. Il en reste un tout petit extrait à un moment donné qu'on peut entendre dans le film. Mais enfin, je veux dire, là aussi, il y a une espèce de volonté démiurgique complètement folle, quoi. En fait, je pense que ça vient du genre de l'heroic fantasy où en fait, on est dans un univers qui est tellement différent du nôtre, qui est tellement codifié par des bouquins cultes de Tolkien ou autres, mais où on est habitué à avoir ces strates dans la société, les fonctionnements de
tribus, ou je sais pas comment on pourrait appeler, espèces et versus les autres, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui sont en dessous, ceux qui vivaient à côté, que en fait il y a une volonté d'essayer de raconter tout ça en très peu de temps. Alors parfois ça veut dire on évacue certaines trames comme ça, mais ça veut dire on prend aussi le temps d'expliquer comment fonctionne ce bout de société là, on essaye d'expliquer ce qu'est ce fameux cristal, comment il fonctionne, qui est régi à l'intérieur du château, pourquoi on essaie de le prendre, etc., etc. Moi il y a un truc qui m'étonne dans ce que vous me dites, parce que moi je vais tout à fait honnête avec vous, j'ai découvert le film après avoir vu la série sortie il y a quelques années sur Netflix de Louis Leterrier. J'ai vu la série, je me suis dit putain mais c'est exceptionnel, faut peut-être que je rattrape le film original quand même. Quand je rattrape le film, donc il y a vraiment 2 ou 3 ans, à aucun moment j'ai l'impression que c'est un film pour enfants. Enfin si, certains personnages sont un peu plus naïfs, c'est-à-dire les personnages principaux, Jen c'est ça, est un peu elfique sur les bords, vous savez, il a un peu ses oreilles fines, il a le trait assez joli, il représente une forme de pureté un peu innocente. Mais les méchants, on parle des Skeksis, mais c'est des espèces de vautours énormes, immondes, dégueulasses, des trous dans la peau, putrescents, qui marchent lentement, qui ont une démarche effrayante. Et en fait, il y a un point qu'on n'a pas évoqué quand on a parlé de Jim Henson, c'est qu'effectivement, c'est Sesame Street, c'est The Muppets, etc. C'est aussi, dans la toute première saison du SNL, du Saturday Night Live, des sortes de sketchs qui s'appelaient The Land of Gorch, qui était donc une volonté de faire du Muppets, mais pour adultes. Regardez à quoi ça ressemble The Land of Gorch, c'est dégueulasse. Vraiment, c'est dégueulasse. Et en fait, vraisemblablement, l'idée du film vient du fait qu'il voulait faire du Land of Gorch, mais un peu plus poussé. Donc en fait, évidemment que c'est un truc qui se voulait être effrayant et glauque et bizarre dès le début. Parce qu'en plus, je pense qu'il y a des références multiples qu'il y a dans la littérature, mais aussi dans l'art plastique, etc. C'est pas juste les Skeksis qui sont dégueulasses, c'est leur accoutrement, c'est leur attitude, c'est leur manière d'interagir avec les autres, c'est leur manière de voir le monde aussi. Donc il y a un truc qui est profondément, moi je comprends très bien, traumatisant pour vous, qu'il avait découvert plus jeune. C'est-à-dire que même moi, quand je le vois avec un regard d'adulte, je dis pas que j'ai foncièrement peur, parce que objectivement le film a un peu vieilli. Par contre, et on en parlera après je le pense, mais dans la série de Louis Leterrier, qui est filmé avec des caméras avec une meilleure qualité, qui essaye de faire le même exercice de manipulation, de marionnette, etc. Qui est objectivement super. Hein. Je veux dire, la série, elle est un très beau boulot. Moi, je vais vous dire, je considère même la série meilleure que le film. Mais ça, c'est un autre débat et un autre sujet. Il faut dire quand même que pour préciser un peu pour les gens qui n'auraient pas vu la série, c'est une série développée avec la boîte de Jim Henson qui existe toujours. Donc c'est l'artisanat que ce mec-là a initié qui a été reconduit sur la série. Et Louis Leterrier s'en cache pas, et ça se sent. Hein, c'est un énorme fan de l'univers de Dark Crystal, qu'il a traité avec beaucoup de respect. Et alors, on a dit déjà un petit peu autour de ce micro que Dark Crystal était effectivement au confluent de plein d'influences. Moi, je pense que Dark Crystal est aussi une œuvre influente d'une manière massive, c'est-à-dire que donc c'est un film qui sort en 1982. Si on regarde un petit peu esthétiquement, thématiquement, ce qu'on a, cette épopée portée par des jeunes gens qui vont s'élever contre un système qui vraiment corrompt tout ce qu'il y a autour de lui, tout ça centré autour de la figure d'un élément qui peut être tant un élément de pureté que de corruption, qui est le cristal. Bah, moi, c'est un MacGuffin, ce qu'on appelle un MacGuffin. Non, ce que je veux dire vraiment d'un objet cristal. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Cristal dans le film. Ouais. Et moi, je pense un petit peu à une saga de jeux vidéo qui s'appelle Final Fantasy, qui nous raconte quand même depuis des décennies, et avec un certain bonheur dans les meilleurs épisodes, des histoires de jeunes gens qui vont s'élever contre un ordre établi, souvent pour récupérer des cristaux. Et souvent, il y a quand même eu dans cette saga une centralité de l'élément cristal, à tel point qu'il y a même eu une tentative de soft reboot aux alentours du 13, qui devait s'appeler Fabula Nova Crystallis. C'est impossible de ne pas penser, à mon sens, à l'héritage de Dark Crystal. Et de manière générale, tu sens que les mécaniques de tout un pan de l'histoire du jeu vidéo sont déjà dans l'histoire de Dark Crystal. Tu vois, effectivement, tu parles de Final Fantasy, c'est un exemple précis, mais si tu schématises le récit de Dark Crystal, c'est un personnage qui doit aller récupérer un objet, donc accomplir une quête, et qui ensuite va devoir apporter cet objet à un autre endroit, donc accomplir une autre quête, et qui va rencontrer des obstacles et des boss. C'est un jeu vidéo. Dans la dramaturgie, tu peux totalement foutre une manette dans les mains du spectateur et c'est bon, c'est un jeu. Donc le film est précurseur aussi pour ces questions-là, et précurseur aussi, je crois qu'on l'a pas dit clairement, mais précurseur sur la question de la fantasy au cinéma. Parce que la fantasy au cinéma au début des années 80, autant te dire que c'est un truc de niche, quoi. Et Henson, qui est déjà un artiste célébré, dont les précédents travaux sont devenus des totems de la pop culture, décide de sortir
un film de fantasy qui coûte quand même pas mal de pognon, hein, parce que ça coûte cher, hein, ce genre de tournage-là, et ça a fait date dans l'inconscient et dans l'imaginaire d'énormément de créateurs et de créatrices qui lui ont embrayé le pas. Donc, il n'y a pas Le Seigneur des Anneaux s'il n'y a pas Dark Crystal. Au cinéma, j'entends. C'est ce que j'allais dire. Au cinéma, film ça n'existe pas. Le film est estimé à 15 millions de dollars de l'époque. Voilà, 15 millions de dollars de l'époque, ça fait quoi ? Ça fait 50-60 aujourd'hui, je pense. Oui, avec pour un film de marionnette. Hein. Voilà, pour un film de marionnette. Oui, mais justement, c'est là aussi, c'est que précisément, c'est un film de marionnette. Oui, déjà, faire un film de fantasy dans les années 80, typiquement le Excalibur de John Boorman, qui date de la fin des années 70, je crois, ou début des années 80. Non, mais en fait, t'as un triptyque, pardon, mais juste pour aller dans ton sens, et je te passe la parole, mais t'as un triptyque, à mon avis, qui est fondamental à ce moment-là, qui est en 80, 80 et 82, c'est Excalibur, Le Dragon du Lac de Feu, et Conan le Barbare. Et non, et Dark Crystal. Et Dark Crystal. Et Conan le Barbare, c'est fin 70. Non, non, c'est 80. Non. Je crois que c'est 84. John Milius, à voir. Mais enfin, en tout cas, le début des années 80, voilà. C'est le moment où il y a des créateurs qui portent ça. Totalement. 82. Bah, tu vois, la même année que Dark Crystal. Oui, donc effectivement, il y a cette espèce de petite explosion de la fantasy, mais typiquement, tu fais Excalibur. Bon, c'est un projet onéreux. Il faut des costumes, il faut des décors, il faut les habiller, il faut du maquillage, il faut des effets visuels, il faut des effets pratiques. Mais au moins, il y a des humains qui portent le costume. Parce qu'il faut bien comprendre que quand tu parles de marionnettes aux gens, c'est normal, c'est dans notre inconscient collectif, les gens pensent à une petite peluche que tu mets au bout de ton bras. Mais par exemple, pour qu'une marionnette, typiquement celle de Jen, le personnage principal du film, fasse un mouvement élémentaire, je lève le bras, je baisse le bras. Rien que pour ça, il faut 2 fils. Il faut un fil qui tire, il faut un fil qui pousse. Bon, bah, tu multiplies le nombre de films par le nombre de mouvements que le personnage doit accomplir en un seul plan. Ça te donne déjà une idée de la difficulté technique que ça représente. Et ensuite, tu as les grosses marionnettes, les espèces d'insectes blindés là, que les Skeksis utilisent, j'ai oublié leur nom, pour chasser les héros, les Skeksis, les mystiques, c'est plusieurs... Au gras, voilà, c'est plusieurs marionnettistes. Il y en a qui s'occupent des jambes, il y en a qui s'occupent des bras, il y en a qui s'occupent des mouvements de la tête et du bassin. Faut que tout ça soit coordonné parce que l'objectif, c'est quand même que ton spectateur achète l'univers. Donc, il faut que les personnages bougent de façon réaliste. Même s'ils n'ont pas un design réaliste, il faut qu'ils bougent de façon réaliste. Et puis, tu as quelques incursions de nouvelles technologies, notamment les yeux, je crois, qui sont radio-téléguidés. Ce qui est vraiment, pour le coup, un truc assez précurseur. Et je le disais tout à l'heure, on va reparler de Yoda, même si je sais que Nicolas ne porte pas la saga Star Wars dans son cœur. Sans Star Wars, il n'y a pas Dark Crystal. Littéralement. Parce que pendant la production de Dark Crystal, il y a la production de l'Empire contre-attaque. Qui sortira la même année, en 80. Qui sortira en 81 aux États-Unis, si je ne dis pas de bêtises. Qui est une production très compliquée également, et notamment parce que George Lucas se rend compte qu'il ne sait pas comment fabriquer Yoda. Il ne sait pas comment donner vie à cette créature. C'est en 80, pardon. Il y a des tests qui sont mis en place, mais ça prend pas vraiment. Il va se tourner vers les ateliers de Jim Henson et leur dire, voilà, j'ai ce personnage-là, par pitié, faites-moi un truc, parce que sinon, mon film n'existe pas. Et donc, ils vont conceptualiser Yoda, et c'est Frank Oz qui fait l'animation, et en fait, ils vont penser Yoda comme un brouillon des créatures de Dark Crystal. C'est-à-dire que Yoda, c'est exactement la même chose que les créatures de Dark Crystal, c'est une marionnette. On va voir que c'est une marionnette, mais il faut que le spectateur l'achète comme un personnage fait de chair et de sang, au même titre que Luke Skywalker qui lui donne la réplique en face. Donc, en fait, Frank Oz va se servir de Yoda, de la façon qu'il a de l'animer, de le doubler, pour s'entraîner à ce qu'il fera plus tard sur Dark Crystal. Donc, en fait, s'il n'y avait pas eu cette étape-là primordiale, ça aurait été tout de suite un peu plus compliqué, quoi. Ça leur a servi de crash test, en quelque sorte. Un très beau crash test, parce que la marionnette de Yoda dans l'Empire contre-attaque, putain, c'est quand même c'est balèze. Mais sans cette expérience-là, la production de Dark Crystal aurait été encore plus compliquée qu'elle ne l'a été en définitive. Moi, perso, je préfère Yoda en numérique quand il fait des tourneboulets devant Christopher Lee. Parle pas de mal. Si c'est le 2, tu peux dire du mal. Oui. Moi, je voudrais revenir sur un truc que tu as dit, Alexis, c'est par le lien, la connexion qu'il y aurait entre Dark Crystal et Les Seigneurs des Anneaux. Bon, le bouquin de Tolkien, on peut pas dire que c'est un bouquin qui est facile d'accès, où on peut très vite décrypter la quête dont vous parlez, d'un personnage qui doit aller à un endroit A pour déposer un... Là, pour le coup, c'est déposer un objet. Lire Tolkien... c'est encore autre chose. Enfin, ça nécessite quand même de sortir des chansons, de se démêler au milieu de plein de personnages, etc. Il y a un film sorti en 78, réalisé par Ralph Bakshi, qui est un film d'animation et qui va essayer de justement dégraisser le mammouth, de montrer comment on peut faire une narration de Tolkien qui tient en, je sais pas, 2h12 me semble-t-il. Donc c'est court, mais en même temps, il y a un film en rotoscopie. Seigneur des Anneaux. Enfin, je veux dire, rotoscopie, tout à fait. Ouais. Pour rappel, les Jackson, ils durent 2h30, 3h, il y en a 3. Donc imaginez bien un film d'animation en rotoscopie, de 2 heures, etc.
le film est imbitable. J'adore le film à plein d'endroits, mais le film en fait essaye de tout raconter et en même temps ne peut rien raconter. Pour moi, la force du scénario qu'a réussi à faire Henson et Oz, du coup de facto, non, Oz n'a pas participé au scénario. Je ne crois pas. C'est Fraud, oui, voilà. Ouais, c'est pardon. ça qui est Fraud. Donc ce qu'ont réussi à faire Henson et Fraud, c'est justement essayer de garder la matière première de ce qu'est le récit de Tolkien. Et ce qui est intéressant, c'est que tu disais, Simon, que si Jackson fait les Fables, ça vient pas de nulle part. Il est évident que quand il conceptionne sa version à lui du Seigneur des Anneaux, il a en tête ce que je pense être la pierre matricielle de ce type de récit initiatique, à savoir Dark Crystal. Parce que quand bien même il rajoute des personnages, il rajoute des quêtes, etc., pour moi, pour moi, le personnage principal, c'est une sorte de Frodon. Enfin, c'est clairement ça. C'est le petit naïf. D'un coup, il y a un truc énorme qui lui tombe dessus, une destinée gigantesque, et il va devoir. Il comprend pas trop, mais il y va parce qu'il faut y aller. Avec les Skeksis et Sauron avec la capuche. Voilà. Je dis pas qu'ils ont la même gueule, mais il y a un truc qui se dégage. Son maître, qui est donc un des mystiques, qui c'est pas un spoil, hein, il meurt au tout début du film. C'est lui qui lui confie sa quête en mourant. C'est une sorte de Gandalf. Exactement. On retrouve tous ces codes-là, tous ces totems-là. Et donc pour moi, présents. Dark Crystal est un meilleur Seigneur des Anneaux que le Seigneur des Anneaux de Rob Bakshi. Je pense que ça se tient assez. Ouais. Ça se tient. Juste pour ajouter deux petites bricoles sur le défi, encore une fois, de le faire. Songez donc que tout ce que vous a dit Alexis sur la difficulté d'animer ces marionnettes, c'est à une époque où on tourne en pellicule. Ouais. C'est-à-dire une pellicule qu'il faut impressionner, il faut changer dans un changing bag tous les quarts d'heure ou toutes les 20 minutes, c'est extrêmement complexe. Et puis, c'est une époque où on n'a pas de retour plateau. Il n'y a pas de moniteur sur les plateaux. Le premier moniteur va être utilisé sur le tournage de Shining, qui est quelques mois avant ou quelques mois après Dark Crystal. C'est-à-dire que tout ce beau monde-là... Et c'est le seul, hein. Voilà, Kubrick l'a préempté pendant tout le tournage de Shining, et c'était pas un petit tournage, parce que Kubrick c'était long aussi. Hein. Voilà, mais donc ce que je veux dire, c'est que tous ces gens-là doivent donc maîtriser à la perfection toutes les techniques qu'on a évoquées plus tôt. Mais en plus de ça, ils peuvent même pas savoir si ça marche avant qu'on ait développé la pellicule pour voir les rushs, les dailies et faire genre ah ça marche ou ah bah on est bien dans la merde. Ce qui est un truc un peu incroyable. Et enfin, un dernier exemple de l'influence de Dark Crystal. Bah, si vous avez joué à Dark Souls 3, vous avez forcément vu ces magiciens qui avancent dans le désert, qu'on voit notamment dans l'introduction, avec leur espèce de carapace sur le dos. Bon, bah si ça c'est pas des mystiques, mon fût c'est du loupé. Et pour ce qui est des héritiers, alors pour le coup des héritiers déviants de Dark Crystal, mais moi je suis persuadé maintenant que j'ai vu le film, que les espèces de gros extraterrestres encapsulés, qui ressemblent vite fait à des scarabées dans le 5e élément, je serais pas surpris que ce soit ce que Luc Besson a retenu de Dark Crystal. C'est-à-dire pas grand-chose. Moi, juste, j'aimerais dire ça aussi parce qu'on a beaucoup parlé, et c'est normal, de la grande difficulté, du grand challenge qu'était la fabrication de ce film, qui est effectivement, je pense que c'est un film qu'on pourrait aisément classer dans le top 10 des films les plus difficiles à fabriquer de l'histoire du cinéma. Ça reste un projet humain, et moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que ils ont fait des erreurs de jugement qui du coup sont dans le film, qui ont marqué le film. Et il y en a une notamment, c'est une très mauvaise idée. Et le fait qu'il l'ait fait, paradoxalement, me touche beaucoup et me rappelle que c'est des êtres humains nécessairement faillibles qui ont accompli cet exploit-là et pas des surhommes. Il y a quelques plans larges aériens dans le film, notamment quand le personnage de Jen court pour échapper à ses poursuivants. Et dans ce cas-là, c'est pas une marionnette, parce que tu fais difficilement courir une marionnette en plan large. C'est un humain déguisé. Et tu pourrais te dire sur le papier, ça le crédibilise encore davantage. C'est exactement l'inverse. Il n'y a pas plus artificiel que ces plans-là dans le film, et ça te sort tout de suite du truc. Et d'un coup, tu vois tout le côté un peu toc. Et dès que tu es de retour avec les marionnettes, t'achètes à nouveau tout l'univers. Et ça, pour le coup, c'est une vraie connerie, quoi. Et ça me touche de me dire que même avec toute l'implication du monde, tu vas forcément rater 2-3 trucs. Et c'est ça qui donne en fait de l'humanité au projet en fait que tu fabriques. Le film sort en 82, la critique est pour le moins mitigée, le public pas tout à fait au rendez-vous. Je vous ai dit 15 millions, c'est entre 15 et 25. Ça n'a pas été totalement... les estimations ne sont pas précises. C'est pas totalement clair. Le film en aurait rapporté que 40 à sa sortie, ce qui n'est pas totalement un succès, mais ce qui n'est pas non plus... un échec. C'est pas un échec complet, mais... C'est pas un flop. Mais c'est pas un flop, mais c'est pas non plus le succès qu'Universal attendait. Donc du coup, Jim Henson travaillait sur une suite au moment de sa mort, qui n'a jamais vu le jour, jusqu'à la série de Le Terrier, qui est un préquel de Dark Crystal. Oui, tout à fait.
Peut-être qu'on peut parler du fait que pour la postérité, ce film-là, donc non seulement a traumatisé des générations, mais restera un objet unique parce que dans la foulée, il va y avoir Labyrinthe, mais dans Labyrinthe, il y a des acteurs humains, dont Jennifer Connelly et David Bowie. Oui, excusez du peu. Il y aura une autre tentative, L'Histoire sans fin. Mais on mesure à quel point Dark Crystal est un petit bijou quand on le compare, même si Labyrinthe, moi, est un film que j'aime beaucoup. Ça n'est pas, il y a un côté c'est beaucoup plus déviant. C'est beaucoup plus déviant. Labyrinthe, puis pour le coup, c'est beaucoup plus. Même si les gobelins dans Labyrinthe foutent la trouille aussi, c'est quand même vraiment beaucoup plus drôle, beaucoup plus Muppet, c'est beaucoup plus orienté enfant. Et L'Histoire sans fin, pour le coup, je vous déconseille de le revoir vraiment parce que c'est épouvantable. C'est épouvantable. Atroce. C'est épouvantable. Et pourtant, Wolfgang Petersen, c'est un bon réal, mais c'est pas dans ses meilleurs faits d'armes. Cela dit, moi je pense que ce qui merde aussi dans Labyrinthe, c'est précisément parce que dans Labyrinthe, il fait l'erreur qu'il a pas fait dans Dark Crystal, c'est qu'il fout des humains. En fait, il est là le problème, quoi. Parce que le budget et la patience pour, quoi. Non, mais le prod de Dark Crystal, c'est son nom m'échappe, Gary Kurtz. Qui était producteur sur des Star Wars d'ailleurs. Et Gary Kurtz, lui, était persuadé que s'il n'y avait pas des humains dans le rôle des deux créatures principales dont le nom m'échappe, mais c'est des noms à coucher dehors, les Garthlings, je sais plus comment ils s'appellent. Oui, c'est ça. S'il n'y avait pas des humains dans ces rôles-là, le spectateur n'allait pas acheter le film. Bah, je pense qu'ils ont bien fait de pas l'écouter parce que j'ai essayé d'imaginer Dark Crystal avec des humains au milieu de tout le reste des marionnettes et c'est ridicule. Et je pense que Labyrinthe pêche un peu de ça, surtout que l'image qui est restée de Labyrinthe, c'est pas les Muppets précisément. C'est David Bowie avec sa grande chevelure peroxydée qui a pris un coup de vieux, mais méchant, quoi. Et son pantalon un peu trop serré. Un peu trop moulant. Oui. La scène des boules, la fameuse scène des boules. Voilà. Non, mais il y a un truc qui est intéressant. Si vous avez vu ne serait-ce que quelques images de la série Dark Crystal que vous l'avez pas visionné, que ça vous a pas tenté ou machin, moi je vous conseille vivement de tenter le film parce que on l'a dit, le film. Moi j'aime beaucoup la série. C'est pas une attaque contre elle, c'est plus un constat. Le film est donc fait en analogique, il est fait en pellicule. Il se trouve que la série, pour brillant que soit le travail et l'investissement total de tous ceux et toutes celles qui ont bossé dessus. Brian Freud était dessus aussi, bossé sur la série. Mais tu sens qu'elle n'est pas faite à la même époque. Même avec tout le respect qui soit, ça sent le numérique. C'est une photo, c'est voilà, des plans, enfin bref, une image qui est le produit de caméras numériques. Et c'est là où tu te rends compte que ces marionnettes étaient faites, consciemment ou non, pour être enregistrées sur pellicule. Qu'il y avait là une rencontre, une convergence de techniques et de technologies. Et moi, quand bien même, j'adore la série, j'ai adoré, je l'ai même revue. Donc c'est vraiment pas une attaque. Mais néanmoins, elle est une continuation, réinterprétation de quelque chose qui, je pense, ne pouvait exister qu'à ce moment-là, des techniques à tous les niveaux. Bah, c'est marrant, je suis vraiment pas d'accord. Parce que vu que j'ai découvert d'abord la série, j'ai d'abord découvert les marionnettes avec l'analogique. Et pour moi, ça fonctionne incroyablement bien. Avec le numérique. Oui, avec le numérique, pardon. Et du coup, quand je découvre le film, bah du coup, ça prend un coup de vieux, je trouve. Ah oui, tu trouves pas que c'est dans l'autre versant. Tu trouves pas que c'est trop mobile la série, par exemple? Il y a plein de moments où j'ai envie de dire posez votre caméra. Mais non, justement, moi je trouve ça trop beau. Moi, non, vraiment, la série, vraiment, moi je vous encourage à essayer. Mais il faut l'essayer, elle est très très bien. Mais c'est. Pour le coup, je suis désolé, mais la série est encore plus une anomalie. Parce que prendre autant de temps pour raconter ça sur autant d'épisodes, il devait y avoir une suite qu'ils ont annulé. Que Netflix a annulé. Parce qu'il y a un comptable qui s'est réveillé chez Netflix qui a fait non, mais qu'on donne carte blanche, entre gros guillemets, pour faire une série dérivée d'un film qui a fait un flop, entre guillemets. Mais qui est devenu un objet culte. Oui, mais quand on sait combien ça coûte, quand on sait combien ça a coûté à l'époque, pour une série qui a été vue par malheureusement pas grand monde. Bah franchement, moi je ne peux que saluer ça et le travail incroyable de Louis Leterrier et de ses équipes. Mais en plus, peut-être on en finira là, mais déjà, deux choses. La simple existence de la série prouve bien à quel point Jim Henson c'est quand même quelque chose. C'est clair. Parce que Dark Crystal, dans l'absolu, c'est très, très célèbre et très culte pour les geeks. Pour le grand public, même encore aujourd'hui, c'est pas évident. L'insuccès de la série l'a prouvé. Voilà, et l'insuccès de la série l'a prouvé, tu vois. Il n'empêche que parce que c'est réalisé par le gars qui a fait Sesame Street et les Muppets, Netflix a mis je sais pas combien d'oseilles sur la table pour faire un préquel dans le style du gars. Donc c'est dire à quel point quand même il y a une vénération autour de cet artisanat. Et la deuxième remarque, c'est par rapport à ce que tu disais, Simon, sur la pellicule et le numérique. En vrai, moi, je trouve que c'est
S'il y a un truc que je reproche fondamentalement à l'imagerie numérique, c'est précisément cette question de l'artificialité de la netteté. Et c'est un truc qu'on remarque à chaque fois qu'on voit un film des années 80-90 en version restaurée. Moi, j'adore regarder les films en version restaurée, mais même sans forcément aller au cinéma, hein, juste un Blu-ray Full HD à la maison. Dès que tu as des séquences avec des effets spéciaux numériques, l'artificialité te saute à la gueule parce qu'en fait, ces effets spéciaux numériques ont été pensés pour être lissés harmonieusement par le grain de la pellicule. Tu vires ce grain-là, et en fait, il manque une couche, il manque quelque chose. Tu vois Jurassic Park en Blu-ray chez toi, tu dis, les diplodocus, ils sont beaux, mais ils ont pris un petit coup dans la gueule. Tu le vois en 35 mm au cinéma, t'achètes l'effet comme s'il avait été fait hier. Parce qu'il y a le grain de la pellicule qui vient de lisser le tout. Et ça, pour le coup, c'est vrai que quand tu vois Dark Crystal, heureusement, les versions Blu-ray ont conservé la patine et la matérialité du mieux possible de la pellicule. Et moi, ouais, pour le coup, les marionnettes, je suis estomaqué par leur réalisme, par leur naturel. C'est un boulot de dingue. George Lucas et Steven Spielberg ont tous les deux exprimé leur admiration pour Dark Crystal. Lucas a même dit que c'était que le world building, que la cohérence de l'univers était ce qu'il y avait de plus proche de Star Wars avec la modestie qu'on lui connaît. Et il a fait du coup Howard the Duck en hommage. Voilà, c'est ça. Foncez voir Dark Crystal de Frank Oz et Jim Henson si vous ne l'avez pas déjà vu, ou la série de Louis Leterrier. Le film bénéficie d'une très belle ressortie 4K par All the Anime et Matt Distribution. Voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On va se retrouver vendredi pour les sorties. Il sera question de gens qui vont pas très bien, mais alors vraiment pas très très bien du tout. Hein. Bye les amis et gloire au passé. Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.